Eh bien, nous nous réjouissons de vous retrouver pour cet atelier thématique sur le décryptage de la politique de financement export. Nous allons vous dévoiler plus en détail la carte, la traditionnelle carte qui a déjà été esquissée un petit peu ce matin dans les premiers échanges. Je suis Pierre Darbre, le chef du bureau des garanties export, des crédits export et des garanties à l'international à la Direction générale du Trésor. Et je suis en compagnie d'Alejandro Fazi du bureau de l'endettement international qui va vous présenter dans une première partie les initiatives multilatérales et le Club de Paris sur le traitement de l'endettement. Je lui cède la parole tout de suite. Merci beaucoup Pierre. Donc bonjour à tous. Comme disait Pierre, je vais vous présenter rapidement les clubs de Paris, son fonctionnement, qu'est-ce que c'est déjà. Et ensuite, dans une seconde partie, je vais vous présenter les initiatives des dettes qui ont été adoptées au sein du G20 et du Club de Paris pour répondre aux difficultés à la crise découlant de la pandémie Covid. Donc, les clubs de Paris, qu'est-ce que c'est le Club de Paris? Donc, les clubs de Paris, c'est un groupe informel des créanciers publics. Donc, on est les principaux forums internationaux pour restructurer la dette bilatérale officielle. Donc, dette bilatérale officielle, ça veut dire la dette qu'un État détient sur un autre. Donc, nous ne restructurons pas la dette privée ni la dette multilatérale. Et notre rôle principal, c'est de trouver des solutions coordonnées et durables aux difficultés des paiements des pays endettés. Donc, lorsqu'un pays ne peut pas faire face au remboursement qu'il doit pendant X années, on va travailler un traitement de dette qui va les permettre de rembourser ces échéances sur une durée plus longue. Et éventuellement, on peut procéder à un R4 de la dette, même si c'est rare. Donc, les clubs de Paris, c'est 22 membres permanents. Donc, on retrouvera les pays du G7, un grand nombre de pays européens, donc les pays scandinaves, l'Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, etc. Ensuite, on a des pays dans les Amériques, outre les États-Unis et le Canada. Donc, on a le Brésil. Et aussi, on a des pays en Asie, donc le Japon et la Corée du Sud, ainsi qu'en Océanie, on a l'Australie. Au Club de Paris, on a aussi des participants qui sont considérés comme membres ad hoc, donc qui participent à une partie de nos réunions. Donc là, on a 3 membres, c'est la Chine, l'Inde et l'Afrique du Sud. On organise également des réunions avec les créanciers privés pour discuter de la situation des différents pays, ainsi que par exemple des initiatives que je vous présenterai tout à l'heure. Donc ça, on les fait avec les Institute of International Finance, donc l'IIF, qui est en étroit lien avec les investisseurs privés, mais aussi avec les conseils et autres. Et enfin, nous avons les forums de Paris qui nous permet en fait de discuter avec les pays débiteurs. Donc là, on va rencontrer dans une journée tous les gouvernements, les ministres des pays débiteurs, et eux, ils vont rencontrer les pays créanciers. Donc c'est un format pour échanger entre nous. Et les clubs de Paris a 6 principes, elle est régie par 6 principes. Donc les premiers, c'est la solidarité. Donc on doit tous agir ensemble. Ça veut dire qu'un pays ne peut pas signer ou traiter une dette à l'insu ou sans l'accord des autres pays membres du Club de Paris. Ensuite, le deuxième principe, c'est les consensus. Donc toutes les décisions doivent être prises par consensus. Donc si un pays s'oppose à traiter la dette d'un pays ou traiter dans les termes proposés la dette, on devra changer et donc trouver un accord qui convienne à tous les membres. Ensuite, on a le troisième, c'est le partage d'informations. Donc là, les clubs de Paris, au sein du club, on va échanger des informations sur nos visions sur la situation des différents pays. On va échanger aussi des informations sur nos expositions. Donc, de manière annuelle, on va savoir combien chaque pays détient sur les différents pays débiteurs.
Nous avons une approche qui est au cas par cas. Donc, ça veut dire qu'on ne va pas fournir des traitements standardisés à tous les pays débiteurs. On va plutôt regarder les particularités, les difficultés, les besoins de chaque pays pour pouvoir fournir un traitement qui répond vraiment à leurs besoins. Ensuite, on a la conditionnalité. Donc, ça veut dire on demande au pays d'avoir un programme de FMI, d'une part parce que c'est le FMI qui a accès à toute l'information et qui sait faire des cadrages macroéconomiques. Et donc, cela va nous permettre, nous, côté club, pouvoir identifier ces besoins de financement qui ne seraient pas couverts ni par les banques multilatérales, ni par des financements bilatéraux et qui, du coup, doivent être comblés via un traitement des dettes. Et enfin, les derniers, c'est la comparabilité de traitement. Et donc là, ça concerne les secteurs privés. Cela veut dire que si les clubs de Paris fournissent un traitement à un pays, ces pays débiteurs va devoir demander un traitement et conclure un traitement comparable, enfin, et au moins aussi favorable pour lui que celui qui aurait été fourni par les créanciers du club de Paris. Maintenant, je vais rapidement vous présenter donc, les deux initiatives multilatérales en matière de dette en réponse à la crise. Peut-être l'année dernière, si vous avez participé à cette réunion, vous les connaissez déjà un petit peu. Donc, la première, c'est l'ADISSI, donc l'initiative pour la suspension du service de la dette. Ça, c'était en réponse à la crise qui est la crise Covid. Et donc, c'était vraiment pour fixer les problèmes des liquidités dont les pays pouvaient faire face en mai 2020, juste après la crise ou en début de crise. Et donc, nous avons suspendu les services de la dette qui nous étaient dus, nous, créanciers bilatéraux, entre les 1er mai 2020 et les 31 décembre 2021, après deux extensions. Donc, au début, on avait prévu que cette initiative s'arrête au 31 décembre 2020. Et ensuite, à deux reprises, on a prolongé l'initiative. Après, je vous donnerai les bilans et les différents chiffres. Et donc, cette initiative a été mise en œuvre par les G20 et les clubs de Paris. La participation des créanciers privés, cette fois-ci, était demandée sur une base volontaire. Malheureusement, aucun créancier privé n'y a pas participé à l'initiative. Et donc, les termes du rationnement, c'était extension sur plusieurs années de l'initiative. Mais surtout, les points importants, c'était qu'il était neutre en valeur actuelle. Et donc, cela veut dire que les montants suspendus, il y avait un taux moratoire qui s'appliquait dessus et ça permettait aux pays créanciers de ne pas faire non plus une perte à cause de cette initiative. Au total, nous avions 73 pays éligibles. Sur la base, en fait, c'était les pays déjà éligibles au financement concessionnel de la Banque mondiale, donc faisant partie de la liste AIDA en anglais, et aussi les pays les moins développés selon l'ONU. Donc là, je vais partager avec vous quelques chiffres de cette initiative. Donc, selon une première estimation qu'on a vue dans le communiqué du G20 d'octobre dernier, donc d'octobre 2021, autour d'une cinquantaine de pays auraient demandé l'ADISSI aux créanciers du G20 et du Club de Paris. Et un total des presque 13 milliards de dollars auraient été différés par les membres du Club de Paris et du G20. Nous saurons les chiffres définitifs dans quelques jours et normalement dans un nouveau communiqué du G20. Sinon, pour ce qui concerne les clubs de Paris, donc au 3 novembre 2021, les clubs de Paris avaient reçu 42 demandes et avaient au total différé 4,5 milliards. Encore une fois, on aura bientôt aussi des chiffres à jour sur la suspension réalisée par les membres du Club de Paris. Là, maintenant, je vais vous parler rapidement du cadre commande, du Common Framework.
Donc là, on vise à résoudre les problèmes, les vulnérabilités des dettes, donc découlant d'une part de la pandémie, donc des endettements qui est fortement remonté pendant la pandémie dans les pays développés, mais aussi dans les pays en développement émergent. Et donc là, on essaye notre objectif, c'est de réduire les besoins de liquidité à moyen terme et aussi de restaurer la soutenabilité de la dette pour les pays qui auraient aujourd'hui une dette pas soutenable ou un surendettement important. Donc l'éligibilité, c'est le même pour tous les pays que pour les pays de la BSSI. Donc c'est les mêmes pays qui est éligibles à la BSSI qui sont éligibles au cadre commun. Ça, encore une fois, c'est aussi une initiative Club de Paris et G20, donc ça sera mise en œuvre par les deux forums qui se réuniront ensemble. Et donc l'objectif, c'est de faire des traitements coordonnés entre les deux. Donc ça sera par exemple la première fois que les clubs de Paris va se coordonner avec la Chine, l'Inde ou l'Arabie Saoudite. Il y a certains principes que j'ai évoqués tout à l'heure du Club de Paris qui ont été préservés dans cette initiative. Donc, c'est d'une part la conditionnalité. Donc, on a besoin d'un programme du FMI pour pouvoir procéder à un traitement parce que c'est comme ça qu'on peut nous estimer que les besoins résiduels des financements. Et d'autre part, on a la compatibilité de traitement. Donc, on demandera aussi aux créanciers privés de faire un effort et donc de faire un effort qui serait au moins aussi favorable pour les pays débiteurs que celui qui nous seront fournis. Je passe rapidement faire les points sur la mise en œuvre de l'initiative jusqu'à présent. Donc, elle a été adoptée en novembre 2020. Et donc, aujourd'hui, nous avons déjà reçu 3 demandes, donc Tchad, Éthiopie et Zambie. Pour les cas du Tchad et de la Zambie, du Tchad et de l'Éthiopie, on a déjà formé des comités des créanciers à la suite des accords au niveau du service du FMI entre les pays et les services du FMI pour un accord, un programme. Et nous sommes, concernant les Tchad, nous nous sommes engagés à fournir un traitement compatible avec les paramètres du programme FMI qui a été agréé entre les autorités du pays et les services du FMI. En juin dernier, ce qui a permis d'adopter ces programmes par les conseils d'administration du FMI le 10 décembre dernier. On espère conclure donc cet accord dans les prochains mois. Là maintenant, on est en effet dans la phase des négociations des traitements. Donc, je m'arrête ici. Je passe la parole à Pierre qui va vous présenter plus en détail la politique des financements export. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alejandro. On prendra des questions, y compris sur ta partie, bien sûr, juste à la fin de la présentation. Donc j'enchaîne sur la façon dont ces questions d'endettement international peuvent effectivement irriguer notre appréciation du risque pays et la façon dont ça s'incarne dans la carte avec les 4 couleurs qui vous sera dévoilée dans quelques minutes. Un petit mot d'abord sur le contexte, mais vous avez eu des interventions bien plus éclairantes que la mienne déjà ce matin, en la personne notamment de notre chef économiste. Mais voilà, 2022, une année de continuité et d'accélération de la reprise, nous l'espérons, nous y comptons bien. Évidemment, on est conscient du fait que cette reprise, elle est heurtée, elle est parfois inégale selon les régions du monde, notamment avec des pays qui étaient vulnérables déjà avant la pandémie et qui sortent de cette pandémie d'autant plus vulnérables. Et de toute façon, et ça vaut pour toutes les zones, des prévisions qui restent encore très volatiles et incertaines avec l'évolution des différents variants du virus. Donc dans ce contexte, on a cherché un équilibre entre le mandat qui est le nôtre de vous accompagner, d'accompagner les exports français dans un maximum de géographie, en même temps de le faire dans des conditions de risque financier pour l'État qui soient soutenables.
de risque pour le contribuable français, et bien sûr en conciliant aussi le fait que vous, exportateurs, avez besoin de visibilité dans le temps pour monter vos projets. On sait que les projets prennent parfois plusieurs années à se négocier, à se monter. On est bien conscient de ça et c'est pour ça qu'on cherche à éviter des à-coups majeurs. Donc on évite de changer la couleur d'un pays 2 fois de suite, par exemple, 2 années de suite. Voilà. On évite des changements trop brutaux dans l'appréciation des risques pays et dans la définition de notre appétit. Ceci étant dit, comment est-ce qu'ensuite nous évaluons vos dossiers lorsque vous les présentez? Donc, 3 niveaux de pilotage. Le premier, bien sûr, ça consiste, j'allais dire, à comparer le projet à la carte qui est en vigueur à ce moment-là, et donc de vérifier s'il remplit bien les conditions d'ouverture ou pas de la politique de financement export dans le pays que vous visez. Le deuxième niveau, ensuite, c'est une appréciation notamment pour les pays qui sont vert clair et qu'on dit ouvert avec vigilance, une appréciation de notre part par rapport aux encours que nous pouvons, nous, je dirais État au sens large, hein, donc c'est à la fois les garanties export, les financements directs, potentiellement d'autres formes d'exposition financière publique qui peuvent rentrer en compte. Donc on va regarder l'ensemble de l'exposition de l'État français sur la géographie concernée. Nous définissons comme tout assureur ou toute institution financière le ferait de manière très saine, nous définissons des seuils d'alerte, des ratios d'encours rapportés au PIB du pays, par exemple. On regarde aussi cet encours à la lumière du rating du pays, je ne devrais pas l'appeler comme ça, mais enfin, de la catégorisation de risque par l'OCDE. Vous savez que l'OCDE publie et met à jour régulièrement une appréciation du risque pays qui détermine par ailleurs le niveau de prime, le niveau minimum de prime que nous devons facturer en tant qu'assureur export en vertu de l'arrangement OCDE sur le crédit export précisément. Et puis, puisque nous agissons bien sûr sur mandat du Parlement, nous avons une habilitation en loi de finances pour octroyer toutes ces garanties et cette loi de finances, par définition, nous impose un encours global. Mais rassurez-vous, nous en sommes très loin, en dépit du record de flux qui a été traité l'année 2021, pardon, puisqu'il nous a été dit ce matin que nous avons battu le record avec 17,7 milliards d'euros de garanties octroyées sur les 12 derniers mois, ce qui témoigne évidemment pleinement du rôle contracyclique de nos outils dans un contexte où on sait qu'il a pu être plus difficile pour certains d'entre vous de trouver des couvertures privées. Ça, c'est le second niveau de pilotage, donc notre appréciation macroéconomique et puis notre appréciation vis-à-vis de l'encours déjà accumulé sur le PIC. Le troisième niveau, c'est le niveau du pilotage au cas par cas, enfin, l'instruction du dossier. Je vais décrire un peu l'organisation institutionnelle ou le processus de décision. Ceux d'entre vous qui êtes familiers de l'export, vous connaissez déjà, mais on espère qu'il y a des entreprises primo-exportatrices qui nous suivent aujourd'hui et qu'on espère qu'elles sont nombreuses. Donc, juste vous expliquer que, bien sûr, le point de contact pour vous, c'est BPI France Assurance Export, hein, qui est l'opérateur qui délivre au nom, sous le contrôle et pour le compte de l'État les garanties publiques. BPI France Assurance Export a délégation pour traiter des polices d'assurance que vous lui demandez, dans certaines limites, des limites de montant, au grand maximum 100 millions d'euros, des limites de maturité, 10 ans, et ces limites sont modulées en fonction du pays et du niveau de risque OCDE du pays que vous visez. Pour tous les dossiers qui ne remplissent pas ces conditions de délégation à BPI-AE, ceux-ci remontent et sont examinés individuellement par ce qu'on appelle la commission des garanties au commerce extérieur, qui est une commission interministérielle et qui se réunit tous les 15 jours avec la direction du Trésor, la direction du budget, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, le ministère de la Transition écologique et solidaire
dans le cas des projets ayant un impact, qui sont cotés comme ayant un impact substantiel sur l'environnement. Et puis, au cas par cas, des ministères techniques, par exemple la direction de l'aviation civile, en présence d'un dossier aéronautique. Et donc, cette commission rend un avis qui est consultatif, en réalité, pour le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, qui est seul compétent à la fin, lui ou ses délégataires, pour signer la prise en garantie ou pas du projet à la lumière de l'avis que la commission interministérielle aura rendu. Donc ça, c'est effectivement le process d'appréciation au cas par cas des projets et de leur contexte. Alors, retour sur le premier niveau de pilotage, donc la PFE. La PFE, c'est une carte avec des codes couleurs, 4 couleurs. Nous avons les pays vert foncé, qui sont des pays ouverts sans condition, des pays vert clair, qui sont des pays ouverts avec vigilance, des pays orange ouverts sous conditions qui sont précisées explicitement pour chacun des pays, et des pays rouges qui sont des pays fermés. Je précise déjà que les pays qui sont vert clair, ouverts avec vigilance, ça peut être motivé par... on peut trouver des motifs qui peuvent être assez différents. On peut trouver des motifs idiosyncratiques, propres au pays en question, à sa situation macroéconomique ou à sa stabilité ou son instabilité politique. On a aussi des motifs qui ne dépendent pas en réalité du pays et de l'appréciation que nous pouvons porter dessus, mais qui dépendent plus de l'exposition qu'on a pu déjà accumuler sur la zone en question. Et donc le souhait de rationner un petit peu le flux vers ces pays-là, en tout cas pas de rationaliser le flux d'export, mais en tout cas rationaliser la mobilisation de nos outils publics de soutien vers ces géographies. Voilà. Alors pour les pays qui sont orange et qui sont ouverts sous conditions, nous avons 6 conditions, c'est la slide suivante qui apparaît ici. Nous pouvons souhaiter moduler selon la nature souveraine ou non de l'acheteur, donc souhait de cibler plutôt les administrations publiques, éventuellement des collectivités publiques avec garantie souveraine, ou plutôt, condition 2, le souhait de cibler plutôt la sphère privée, et des acheteurs non publics, non souverains. On peut aussi combiner avec des restrictions sectorielles, santé, eau, assainissement. L'innovation de cette année, c'est qu'on va rajouter potentiellement un secteur, pas potentiellement, on ouvre un nouveau secteur dans le cas de l'Angola en particulier, mais ça pourra être fait à l'avenir sur d'autres pays, c'est le secteur des énergies renouvelables. Nous pouvons aussi souhaiter imposer une condition de cofinancement multilatéral, c'est-à-dire que le crédit export, le crédit de banque commerciale garanti par l'État, devra se trouver pari passu avec des financements provenant de bailleurs multilatéraux. Donc on va définir un petit peu plus loin ce que c'est. Et puis une dernière condition qui est celle de la neutralisation du risque pays, qui n'a de sens que pour l'assurance crédit. Ça consiste à se prémunir contre un risque de non-transfert des fonds, donc éliminer un risque de crédit lié au pays où est domicilié le risque. Et donc ça, on peut le contourner soit par un schéma offshore qui flèche les revenus d'un projet hors du pays en question, ou d'une garantie paiement irrévocable inconditionnelle qui proviennent d'une entité domiciliée en dehors de la géographie en question. Donc évidemment, ça ne marche que pour l'assurance crédit, pas pour les prêts directs, puisque le prêt direct, le prêt du Trésor, c'est un prêt d'État à État. Par définition, on ne peut pas neutraliser le risque du pays de destination. Mais même pour des financements de projets, on a parfois quelques difficultés à mettre en œuvre cette condition, puisque si vous avez par exemple un PPA, un contrat d'off-take avec une utilities locale, pardon de faire du franglais, avec une compagnie, je sais pas, par exemple de distribution d'eau ou d'électricité locale, et évidemment ça devient plus difficile d'externaliser le risque pays, donc c'est des schémas à discuter au cas par cas avec nous. Petit focus, slide 20, sur ce qu'on veut dire par la mise en place d'un cofinancement multi lorsque la condition s'applique au pays qui vous intéresse.
c'est une condition donc qui consiste à exiger que le projet ne soit pas financé que par un crédit export garanti par la France, mais aussi par un bailleur multilatéral qui relèverait de la définition et de la liste que tient l'OCDE sur le lien que vous pourrez retrouver dans les slides, et ou par l'Agence française de développement. Et on apprécierait au cas par cas tout autre cofinanceur qui ne serait pas dans cette liste, et notamment les agences d'aide d'autres États que la France. Alors, les principales évolutions de la PFE. Alors, les pays ont déjà été nommés ce matin brièvement par Magali Cézanna dans la première table ronde. Donc d'abord, deux messages clés. Le premier, aucun pays ne passe au rouge, donc pas de fermeture brutale cette année, pas plus que l'an dernier d'ailleurs. Et deuxièmement, les 3 pays que je vais détailler ici et qui font l'objet d'un resserrement, donc qui changent de couleur dans le sens d'une moindre ouverture, sont des pays qui n'avaient pas changé de couleur l'an dernier. Et donc, là aussi, ça témoigne de notre volonté de lisser les à-coups et d'éviter des grands coups de barre dans un sens ou dans l'autre entre une année et la suivante. Alors, le premier de ces pays, c'est la Biélorussie, qui était vert clair l'an dernier, ouvert avec vigilance, et qui passe à orange, ouvert sous la condition de mise en place d'un cofinancement multilatéral. Donc, reportez-vous à ce qu'on disait il y a quelques instants sur ce que signifie un tel cofinancement. La raison est assez transparente, c'est la dégradation de la situation politique et la dégradation du climat des affaires dans le pays au cours de l'année écoulée. Le deuxième pays qui est concerné par un resserrement, c'est la Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui était vert foncé, qui bascule vert clair, donc ouvert avec vigilance. Ici, le motif, c'est le risque élevé de surendettement de ce pays qui va nous conduire à être plus vigilant et à saisir le ministre de manière plus régulière sur les dossiers vers cette géographie. Même mouvement pour le Mali, même si les raisons sont différentes. Le Mali était vert foncé jusqu'ici. Il est désormais vert clair. Il rejoint le Burkina Faso dans cette catégorie. Donc ouvert avec vigilance. Là aussi, les raisons sont relativement compréhensibles. C'est l'instabilité politique, sécuritaire. Vous savez qu'on est aussi attentif aux risques sécuritaires dans les géographies où vous allez réaliser vos contrats. Notamment nos amis du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères tiennent à jour eux aussi une carte de conseil aux voyageurs avec des zones, avec un code couleur aussi en fonction du risque, et ça fait partie aussi de l'appréciation que nous pouvons porter sur tel ou tel projet lorsqu'il est examiné en commission des garanties. Donc dans ce pays Mali, on a fait un mouvement, j'allais dire modéré, puisqu'on passe du vert foncé au vert clair, mais clairement, ce qu'on veut vous passer, c'est un message de modération, d'autant que vous avez en place des sanctions de la CEDEAO qui sont de nature à bloquer la plupart des transactions, en particulier avec la sphère publique, mais même sur le secteur privé, on passe aussi un message de modération, puisqu'on a vu passer un certain nombre de cas de fraude manifeste, de candidats acheteurs manifestement frauduleux, et donc message de vigilance sur le Mali, quand bien même nous n'afficherons pas une fermeture totale. C'est aussi pour rester agile, puisqu'on a l'espoir aussi que la situation puisse se normaliser rapidement. Or, on ne va pas vous refaire une PFE en courant d'année et changer les couleurs, etc. Donc, voilà, on laisse cette marge de manœuvre avec ce vert clair, pays ouvert avec vigilance. Ensuite, on va parler de ces 3 pays qui changeaient de couleur. Je vous parle maintenant de 4 pays qui ne changent pas de couleur, mais qui voient quand même leurs conditions d'intervention resserrées. Le premier, c'est la Birmanie, donc qui était orange, qui reste orange. Simplement, nous ajoutons des restrictions sectorielles. C'était déjà limité aux acheteurs souverains uniquement, et désormais, ça sera des acheteurs souverains uniquement pour des projets dans les secteurs de la santé, de l'eau et de l'assainissement, et rien d'autre. Autre pays dans ce cas, le Sri Lanka, qui était orange, qui reste orange, mais qui, en raison de la situation de surendettement très marquée,
donnera lieu à des saisines ministérielles quasi systématiques. Et on garde bien sûr la restriction sectorielle qui était déjà en vigueur l'an dernier de l'eau, santé, assainissement. Enfin, 2 pays qui ne changent pas non plus de couleur, qui étaient vert clair, qui restent vert clair, qui sont l'Égypte et la Tunisie, mais sur lesquels on souhaite aussi vous adresser un message de retenue. Alors pour des raisons différentes, la Tunisie en pratique, c'est pour des raisons de la situation budgétaire du pays oui, essentiellement l'appréciation de l'endettement. Et puis pour l'Égypte, c'est plutôt guidé par un appétit sur le risque qu'on souhaite un petit peu réduire, notamment à la lumière de l'exposition accumulée jusqu'ici. Et je termine, avant de vous passer la carte, avec 2 pays qui voient leurs conditions assouplies, sans néanmoins changer de couleur non plus. Vous avez l'Angola, qui était orange, qui reste orange, mais qui voit les restrictions sectorielles un petit peu relâchées. Enfin, la liste des secteurs ouverts s'allonge avec le secteur des énergies renouvelables. Et enfin, le Salvador, qui était orange, qui reste orange, mais où nous relâchons la condition de cofinancement multilatéral, notamment parce qu'elle avait pu être... on a vu un certain nombre de prospects sur ce pays pour des montants modestes et pour lesquels tout simplement l'exigence du cofi multi n'était pas réaliste au vu de ce montant. Voilà, donc sans plus de circonvolution, voici la carte que vous retrouverez mise en ligne sur le site du Trésor dans le courant de l'après-midi. Vous la verrez peut-être avec une meilleure résolution que ce que vous pouvez voir là sur votre écran. Ça résume tout ce que je viens de vous dire. Vous pourrez voir, bien sûr, en cliquant sur les pays, quelles sont les conditions précises qui s'attachent aux pays qui sont codés en orange. Je précise, et je vous le dis ici, puisque ce n'est pas forcément très visible, notamment lorsque le pays est de petite surface, les pays qui étaient rouges, qui restent rouges, il n'y en a pas de nouveau, ce sont l'Afghanistan, Antigua et Barbuda, la Corée du Nord, l'Érythrée, le Nicaragua, la Somalie, le Soudan du Sud, le Yémen et le Zimbabwe. Voilà, ça nous amène au terme de cette présentation. Je vous propose de faire une petite séance de questions-réponses. N'hésitez pas à vous manifester dans le chat, on verra vos questions remonter, à la fois sur la partie PFE et puis bien sûr sur la partie d'Alejandro concernant le Club de Paris et son activité. Vous êtes un petit peu moins nombreux que dans la première édition de cet atelier, dans l'heure précédente. Peut-être aurons-nous un peu moins de questions, enfin on est disposé à y répondre. Ou vous êtes au contraire très pressé de rejoindre les ateliers géographiques, enfin les ateliers, ce sont les rendez-vous individuels que vous avez peut-être réservés avec les chefs de service et les représentants de Business France, auquel cas... Alors, attendez, une question est arrivée. Est-ce que les critères peuvent évoluer en cours d'année ? On essaye autant que possible de ne pas les faire évoluer en cours d'année. Typiquement, je vous le disais, la carte, on évite de republier une carte au milieu de l'année. C'est vraiment la carte de l'année 2022. Maintenant, s'il y avait un événement majeur sur un pays, on peut évidemment, on resterait agile. Sur des pays qui ont vécu des instabilités politiques ou militaires marquées cette année, je pense notamment en Afrique subsaharienne, quand on voyait des projets arriver
dans ce contexte-là, clairement, nous, BPI Assurance Export, en tant qu'opérateur, passer directement le message à l'exportateur que, voilà, en ce moment, on avait très sévèrement restreint les prises en garantie, voire on temporisait complètement les prises en garantie sur tel ou tel pays. Mais voilà, on espère dans tous les cas que ça puisse être des événements dont la durée caractéristique, en tout cas la période pendant laquelle on soit amené à prendre des mesures aussi radicales que de suspendre les prises en garantie, que cette durée soit plus faible qu'une année entière. Donc voilà, à l'échelle de la PFE, on souhaite la garder la plus stable possible. Alors, nouvelle question sur l'Argentine. Quelles sont les conditions de soutien en termes de montant et de durée à la lumière des récents accords avec le FMI? Alors, je vais laisser la parole à Alejandro sur l'appréciation et les discussions avec le FMI. J'ai en tête qu'il n'y a pas vraiment de récents accords avec le FMI et qu'on l'attend éventuellement. Mais... En effet, il y a un accord qui a été annoncé dans la presse, mais qui doit toujours être ratifié à la fois par les conseils d'administration du FMI et ensuite par les congrès argentins. Donc voilà les stades des discussions avec l'FMI. Et donc le résultat pour nous, c'est effectivement un pays qui reste orange. Hein. Vous voyez, l'Argentine ne change pas de couleur par rapport à l'année dernière, donc ouvert sous conditions, et en l'occurrence, ça sera une saisine du ministre de Bruno Le Maire pour tous les dossiers, étant donné ce contexte voilà, non encore stabilisé avec le programme FMI. Alors, autre question, comment ça se passe-t-il pour les pays qui doivent répondre à des contraintes FMI, projets prioritaires identifiés? On ne s'interdit pas d'intervenir sur des secteurs qui ne seraient pas les projets prioritaires identifiés par les bailleurs internationaux. Cela étant dit, il va de soi que c'est un critère fort, notamment lorsque on est dans des pays, on prenait le cas de l'Argentine, orange, saisine ministre dans tous les cas. C'est évident que c'est un élément d'appréciation important que de savoir si le projet qui nous est proposé est dans la liste des secteurs identifiés comme prioritaires avec, j'allais dire, la bénédiction des bailleurs de fonds internationaux ou au contraire s'il est en dehors. C'est évidemment un élément important, et ça le sera d'autant plus pour nous si on est dans une démarche aussi de rationalisation de notre exposition globale sur le pays. Dans ce cas-là, évidemment, les listes de projets prioritaires bâtis avec les bailleurs de fonds internationaux peuvent être pour nous un excellent étalon pour mesurer ce qu'on a envie de prendre ou de ne pas prendre. Pouvez-vous nous dire si la Tunisie est ouverte à l'assurance crédit? Oui, elle l'est. Hein, alors, elle fait partie des pays qui sont très légèrement resserrés cette année, mais elle reste ouverte en vert clair, hein, si je ne me trompe pas, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Oui, c'est ça, elle reste en vert clair, mais avec un peu plus de vigilance que l'an dernier, eu égard à la situation budgétaire du pays, et éventuellement saisine politique pour l'ensemble, pour les dossiers qui nous seraient, la plupart des dossiers qui nous seraient soumis. Il semble qu'on n'ait plus rien. Et bien dans ce cas, il nous reste à vous souhaiter une très belle fin de journée. Profitez éventuellement des ateliers, des rendez-vous personnalisés avec les acteurs des services économiques en ambassade, avec les représentants de Business France aux quatre coins du globe. Et on reste bien sûr à votre disposition à la Direction générale du Trésor pour répondre à vos questions et vous apporter tout éclaircissement utile sur nos dispositifs d'accompagnement et de financement. Et nous vous souhaitons
Dans ce cas-là, nous souhaitons vous retrouver plutôt l'année prochaine pour la PFE 2023. Excellente journée à vous. Merci.